Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! L'escape game pédagogique est de plus en plus utilisé dans le domaine du digital learning car il allie activité ludique et apprentissage. Dans un contexte où l'on cherche à rendre les formations plus interactives et engageantes, ce format permet d'immerger les apprenants dans des situations concrètes. S'inscrivant dans la tendance de la gamification, l'escape game utilise les mécanismes du jeu pour motiver et dynamiser l'apprentissage. En lien direct avec la pédagogie active, il encourage également la collaboration, la résolution de problèmes et l'autonomie des apprenants. Avec Ronny Germont, fondateur de Futur Possible, nous allons découvrir les clés du succès d'un escape game pédagogique et comment l'intégrer dans un parcours d'apprentissage pour maximiser l'engagement dans vos formations. Bonne écoute! Bonjour Ronny! Bonjour Anne-Marie! Eh bien, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode dans lequel tu vas nous dévoiler tous tes secrets pour créer des escape games pédagogiques engageants. C'est bien ça? Oui, on va essayer de parler de pédagogie active et de pédagogie active particulièrement à travers les escape games, qui sont une des modalités que j'aime bien mobiliser à travers les étudiants parce que ça a l'avantage de les intéresser, de les impliquer, de leur faire participer, de s'intégrer dans une histoire et je trouve ça top pour développer certaines compétences. Je suis sûre que ça va être passionnant. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais actuellement? Donc, je suis Ronny Germont. À la base, j'ai une formation très académique. J'ai un doctorat de l'Université de Technologie de Troyes. J'ai travaillé dans plusieurs écoles de commerce, d'ingénieurs et du digital en France, particulièrement des écoles post-bac comme PSB, Paris School of Business, le MLV, l'IPAG, les Sylves, l'IM. Et aussi chez des pure players de l'enseignement à distance. Et je viens de lancer Futur Possible, qui est un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les organismes de formation, les CFA et aussi les services formation des entreprises dans la digitalisation de leur offre de formation. Donc, on va entrer dans le vif de notre sujet. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un escape game pédagogique et comment est-ce qu'il se différencie d'un escape game classique? Je pense que ce qui est intéressant à travers un escape game pédagogique, c'est sur quoi on va se focaliser. Si dans un escape game classique, la dimension immersive, jeu est ce qui est au centre, on va essayer d'intégrer les acteurs de l'escape game à travers une histoire pour résoudre des énigmes, pour arriver à la fin de l'escape game. La logique, on garde un peu cette logique-là, mais ce qu'on va essayer de développer, c'est le fait de rendre réel des compétences qui soient acquises. Ou qui sont en cours d'acquisition ou qui sont en cours de développement. Et on va le faire à travers un peu cette logique du jeu, de l'énigme, de la mise en situation pour permettre justement à travers la résolution de ces problèmes de voir comment on peut mobiliser des compétences. Et quels sont, d'après toi, les principaux avantages justement à intégrer un escape game dans une formation? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'escape game, son objectif principal, c'est de créer une histoire. Il n'y a rien de plus engageant qu'une bonne histoire. Je pense qu'on a tous été dans cette situation. On ouvre Netflix, on se dit « Ah, elle est bien cette série. Bon, il est tard. Je vais je vais plutôt regarder un épisode. » Et puis, en fait, on se rend compte qu'on a, au cours de la soirée, regardé les 8 épisodes de la série parce qu'on voulait aller au bout de l'histoire. Et qu'on a même oublié sa fatigue. Mais en fait, c'est un peu cet objectif qu'on va essayer de viser avec l'escape game, c'est créer une histoire qui soit engageante, créer une histoire qui permette de mobiliser des compétences et qu'on puisse, à travers la résolution des différentes énigmes, des différentes étapes de cette histoire,
mobiliser des compétences qu'on aura peut-être acquises en amont ou bien qui sont en cours d'acquisition, et que à travers tous ces objectifs-là, on puisse trouver des moments où ça va permettre de réifier des concepts, de les rendre réels. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant à travers cette logique de l'escape game. Et est-ce que d'après toi, on peut proposer un escape game pour tous les types de formations, ou est-ce que cela se prête plus pour une formation en présentiel ou à distance? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'escape game, on peut le mettre que ce soit en présentiel, à distance ou en hybride. Alors bien sûr, l'utilisation est pas la même. On doit, en distanciel, bien prévoir des environnements virtuels qui soient collaboratifs ou des outils qui permettent la collaboration entre plusieurs personnes. Euh, et même parfois en présentiel, on peut utiliser des outils qui soient virtuels pour pouvoir résoudre des énigmes ou aller chercher des informations, etc. Et donc, pour moi, c'est pas tant la modalité qui est intéressante, mais plutôt le type de compétences qu'on veut essayer de mobiliser à travers l'escape game qui est intéressant. Je pense pas que ce soit pratique pour toutes les compétences. Mais je pense que c'est pratique pour développer des soft skills, c'est pratique pour aussi développer de la logique, des choses qui méritent de s'approprier des procédures, pour savoir dans quel sens on doit réaliser des actions, pour s'approprier des choses autour de la gestion de projet sur l'agilité. Je pense que pour l'escape game, il est bien adapté à tout ce type de situation. Oui, donc plutôt des disciplines sur des savoir-être, je dirais, c'est cela? C'est ça. Moi, je pense que alors, même si on peut ajouter la mobilisation de certains savoirs spécifiques pour répondre à des questions, mais je pense que au-delà de ça, on va pas demander à mémoriser un plan comptable à travers un escape game. Mais par contre, on va plus facilement apprendre à utiliser la conformité ou se rappeler les règles de sécurité pour passer une étape et dans quel ordre on doit les faire. Ça, on peut utiliser l'escape game. Et je pense que c'est plutôt dans ce type de situation qu'on peut utiliser l'escape game, parce que l'escape game, il va être efficace que si on a des objectifs qui sont clairement définis et qui vont être intégrés au jeu. Il va être aussi inscrit dans une logique de gamification où on doit trouver le juste milieu, et puis avec des formats pédagogiques qui ont vraiment une vraie visée pédagogique. Mais par contre, on va pas aller vers, ça peut être utile si on va devoir faire mémoriser à outrance une information. Là, pour moi, l'escape game, il est pas pertinent. Et quels sont pour toi les éléments vraiment essentiels pour rendre un escape game pédagogique efficace? Comment est-ce que tu vas faire pour vraiment garder le bon équilibre entre l'aspect ludique, puisqu'on parle d'escape game, et les objectifs pédagogiques? Alors, je pense que la première chose, c'est une bonne histoire. Une bonne histoire qui fasse sens par rapport au contexte dans lequel les compétences doivent être mobilisées. Alors, j'ai rien contre les comptables, mais je vais reprendre l'exemple du comptable. On va pas faire un exemple à une formation de comptabilité et puis on va leur demander de résoudre, de s'intégrer pleinement dans un escape game qui parle de nucléaire et dans une centrale nucléaire. Un exemple très opposé, mais voilà, on va vraiment être quelque chose qui va être ancré dans le contexte des apprentissages. On prend l'exemple de la centrale nucléaire, quelqu'un qui s'occupe de sécurité nucléaire ou de gestion des déchets nucléaires, ben ça lui parle. Il comprend l'enjeu, il comprend ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce côté très ludique de l'histoire qui engage, ça c'est important. Deuxième chose, c'est une fois qu'on a créé cette histoire, il faut qu'on puisse créer des situations professionnelles qui soient réalistes. Et ça, je pense que c'est important du côté pédagogique de vraiment s'ancrer dans des vraies situations professionnelles. Ensuite, il faut que la progression pédagogique et donc du coup les différents éléments pédagogiques qu'on veut mettre en place soient aussi cohérents avec l'ensemble. Il faut prendre conscience que les mécaniques de jeu, elles doivent être au service de l'apprentissage et pas l'inverse. C'est vraiment ce qui est important. C'est pas le jeu plus que tout, c'est l'apprentissage par le jeu. Et donc ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi ménager du temps de réflexion, d'analyse pour chacune des énigmes, pour chacune des étapes, pour que ça puisse fonctionner. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie un peu de cette recette du succès d'un bon escape game. Et est-ce que tu as un exemple d'escape game que tu as particulièrement apprécié pour Alors, illustrer?
Pour le coup, l'exemple, on a conçu il y a pas très longtemps un escape game sur la question de la cybersécurité. Alors pourquoi juste avant, j'avais fait une formation pour être DPO, la formation très intéressante, mais faut pas se leurrer, très, alors, je trouve un mot poli pour le dire, soporifique, même si elle est très intéressante. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une façon de rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus punchy? Et donc là, avec un groupe d'amis, on s'est dit, qui sont aussi DPO, on s'est dit, on va essayer de créer cet escape game autour de la cybersécurité et se mettre un peu dans la peau d'un jeune ingénieur en cybersécurité qui doit faire respecter les règles autour de la protection des données personnelles des RGPD. Donc on a conçu cet escape game qui est un peu notre jeu entre nous, on avait conçu, et je trouve que c'est assez intéressant un peu cette dynamique qu'on a réussi à créer à travers cet escape game. Et pour l'histoire, c'est dans le cadre de la conception que j'ai conçu un prompt qui m'a permis de poser les premiers éléments de scénario, et prompt que on va mettre à disposition. Et est-ce que tu as des retours d'apprenants sur ce format d'apprentissage? Comment ils vivent cela? Alors, généralement sur un autre sujet que celui-ci, quand on a testé les escape games pédagogiques, qu'est-ce qu'on en a comme retour des apprenants? Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui arrivent à se faire embarquer dans l'histoire, alors c'est pas tous, hein, mais en tout cas ceux qui arrivent à se faire embarquer dans l'histoire, déjà ils sont beaucoup plus actifs. Deuxième chose, ils voient, parce que souvent moi je le place l'escape game quand j'ai des apprenants pour une demi-journée, je fais une heure et demie de théorie pure, et puis après on passe à la partie escape game. Donc tout de suite, ce qu'ils mettent en avant, c'est la mise en pratique. Ah ben oui, on vient de voir ça. Parfois, je pousse même la logique un peu plus loin, c'est que je leur donne un peu des fiches avec les théories ou les process, etc. Et donc, c'est un peu leur aide-mémoire pour continuer à avancer dans l'histoire. Certains auraient appelé ça une cheat code pour pouvoir un peu tricher, mais en fait, c'est pas tricher, c'est pour servir d'appui aux apprentissages. Donc, première chose, deuxième chose, ils mettent en pratique immédiatement les concepts. Ce qui est aussi intéressant à travers cette logique de réifier des concepts, c'est que tout de suite, ils comprennent les réflexes professionnels qu'ils doivent mettre en œuvre. Et ça, c'est super important. Et puis, ce qu'on trouve, parce qu'un escape game, ça ne se joue pas seul, et donc on travaille aussi un certain nombre de soft skills, c'est aussi la question de comment on collabore efficacement pour résoudre un problème. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Et ils constatent que au début, tout le monde parle un peu dans tous les sens, et puis on se rend compte que en fait, si tout le monde parle en même temps, si tout le monde veut résoudre et que on n'avance pas dans l'histoire, et comme on a un temps contraint pour avancer, ça fonctionne pas. Et donc du coup, on travaille sur cette logique-là aussi de travailler ensemble. Et eux, ils remarquent que ils travaillent mieux ensemble parce qu'ils ont appris dans une situation de stress, alors je mets des guillemets, ça va pas se voir au podcast, mais dans une situation de stress, à mieux collaborer. Oui, il faut que le groupe se régule en fin de compte pour arriver vers le même objectif. Exactement. Et est-ce que c'est un format qui est plus adapté à certains types de profils? Je pense en particulier à l'âge. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je dirais que naturellement, mais je pense que c'est contre-intuitif. Les plus jeunes ont l'habitude de cette logique des escape games parce que ils ont été baignés, qu'il y a eu un moment une hype autour des escape games, etc. Mais je pense que même les plus âgés, parce que tout le monde aime une bonne histoire. Et donc, si on arrive à appliquer une bonne histoire et qu'en même temps, dans cette histoire, on arrive à apprendre des choses, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde et qui est aussi formateur pour tout le monde. Et ça, je pense que naturellement, alors, mon public plus naturel, ce sont des jeunes, comme j'ai dit jusqu'à présent, hein, que des écoles de commerce post-bac, donc c'est du 18 à 23 ans. Quelques étudiants MBA un peu plus âgés, la trentaine, mais sur la tranche après, j'ai eu moins d'expérience. Mais je pense pas que l'âge soit un frein à l'escape game. Mais par contre, pour que ça prenne du sens pour un public plus âgé, je pense que c'est important d'introduire les apports
et d'introduire le pourquoi de cette méthode pédagogique. C'est souvent ce qu'on va trouver au centre de ce qu'on appelle l'andragogie, c'est le pourquoi on est là pour apprendre et quel type de compétences. Et je pense que vers un public un peu plus âgé, cette phase du pourquoi est intéressante avant de passer au comment. Oui, et puis peut-être les références aussi. Pour les Exactement. histoires, les références vont être différentes selon nos âges. Exactement. Là, je le vois, il y a pas très longtemps, je fais un parallèle avec un post LinkedIn. Pendant Halloween, j'ai parlé de Buffy contre les vampires. Bah, c'est les gens de ma génération qui connaissent, j'ai très vite remarqué. Les plus jeunes, non. Bon, ça m'a donné un petit coup de vieux, mais c'est moins connu et la référence culturelle est beaucoup moins connue. Et je pense que aussi, ben, une bonne histoire, elle fait sens si aussi elle fait écho à l'histoire, elle fait écho au passé, à la culture de la personne qui est en face. Oui, et là, je suis d'accord avec toi, parce que ton post, je l'ai vu passer, et moi, Buffy contre les vampires, ça m'a moins parlé, parce que je suis un petit peu plus vieille que toi. Voilà. Et donc, tu as évoqué les prompts, là, il n'y a pas très longtemps, donc plus haut dans la discussion. Oui. Donc, comment est-ce que tu utilises justement l'intelligence artificielle pour t'aider dans la création des escape games? Est-ce que tu peux nous dire ton process? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai un peu défini la logique, les compétences qu'il faut pouvoir acquérir pour pouvoir avancer dans les escape games, j'ai besoin d'une histoire. Alors souvent, je choisis le thème et je vais essayer d'utiliser les escape games pour m'aider à approfondir le thème et les références. Enfin, je vais utiliser l'IA pour m'essayer d'approfondir le thème et la dynamique du scénario. Donc, par exemple, si je vais choisir Buffy contre les vampires comme thème global, je vais essayer d'utiliser l'IA pour qu'elle me donne le maximum de références et qu'elle tourne un peu le scénario pour que ça puisse m'aider à enrichir ça. Ensuite, l'autre situation, c'est les situations d'apprentissage. Quel type d'énigme l'IA va m'aider aussi à redéfinir ça, même si je fais mon chemin de fer avec ce que je veux, etc. Mais ça me permet aussi de les personnaliser un peu plus. Ça m'aide aussi un peu à comprendre en fonction des réponses qui vont être données, à enrichir mon arbre de décision pour dire il faut l'emmener là ou il faut un peu plus l'emmener là. Et puis, je prévois souvent des feedbacks qui vont être un peu automatisés pour dire, alors surtout en distanciel, en disant, hop, il a répondu à cette énigme-là de cette façon-là, on choisit son choix-là, non, voici pourquoi c'est pas bon. Et souvent, je vais utiliser ça. Et donc, du coup, j'ai essayé d'intégrer un peu tout ça, tous ces éléments dans le prompt que j'ai créé, qui me donne cette première architecture. Je rappelle toujours la logique, on l'utilise avec l'humain, mais pas à la place de l'humain. Donc, une fois qu'on a le résultat, la logique, c'est de l'améliorer, le modifier, l'augmenter pour que ça fasse sens aussi. Parce que parfois l'IA n'a pas aussi les bonnes tournures de phrases, n'a pas forcément les bonnes références, mais c'est un bon outil d'appui qui permet de faire et voire même d'adapter parfois. L'intérêt, vous avez un serious game avec un scénario qui est défini, au lieu d'être, je sais pas, je prends un exemple volontairement ludique, d'être dans une maison hantée, il faut se retrouver dans un sous-marin, en fait, hop, on demande d'adapter à ce contexte-là, et puis après on recogite derrière. Ça va beaucoup plus vite sur 10, 15, 20 pages de guide de jeu. Et d'ailleurs, je crois que tu as un cadeau pour nos auditeurs. Tu vas leur partager un prompt pour créer un escape game dans les notes de l'épisode, c'est cela? Exactement. L'idée, c'est que le prompt qui sera accompagné également d'un petit résumé de mes conseils pour créer un bon escape game va être partagé du coup dans les notes de l'épisode. Ah merci. Et est-ce que tu as d'autres outils à nous recommander pour créer des escape games? Alors, moi, j'aime beaucoup le distanciel, le digital learning. C'est un peu ma spécialité. Du coup, j'aime bien les outils digitaux. Alors, je rappelle toujours, les outils servent la pédagogie et pas l'inverse. Donc, du coup, même si je les aime bien, c'est pas eux qui guident mon scénario pédagogique, mais n'empêche, ils permettent de faire des choses. Et donc, là, en ce moment, un outil que j'aime bien, que j'ai découvert, que je veux utiliser pour faire un serious game,
c'est Work Adventure, je pense qu'on aura la référence. Oui. Et c'est un espèce de, alors c'est plus à la mode comme terme, métavers, c'est pas le cas, mais c'est plutôt un environnement virtuel collaboratif qui a l'avantage d'être en low code. C'est ça que j'aime bien. Et donc du coup, c'est du low code, c'est très léger, ça permet l'intégration d'autres outils tiers qu'on a l'habitude d'utiliser. Et surtout, ce que j'aime bien à travers, en plus d'être en low code, c'est que c'est un petit côté très gaming que j'aime bien. J'aime bien ce design et tout. Ça me rappelle mes premiers jeux sur Game Boy, et donc du coup, c'est cette idée-là aussi, et cet outil que j'aime bien aussi. De quel outil j'aime bien? Je pourrais aussi vous parler. J'aime bien aussi. Alors là, je vais utiliser aussi un outil de questionnaire qui s'appelle Tally. Alors très générique. J'ai pensé à un serious game que je veux tester. C'est mon prochain défi. Je vous le donne en exclusivité. Alors je pense pas qu'il y ait des milliers de gens qui l'attendent, mais il va s'appeler la cocotte. Et pourquoi il s'appelle la cocotte? Parce que l'objectif, c'est en fait à travers une série de questions qui vont être posées sur le questionnaire et des défis à réaliser dans un temps limité. L'objectif, c'est de mettre sous pression les étudiants, les apprenants, pour qu'ils prennent des décisions sous pression dans le cadre du management. Et je reprends un thème que j'aime bien, que j'utilise aussi, mais cette fois-ci plus en serious game. Mais c'est l'idée plutôt en escape game cette fois-ci, le lancement d'un hôtel 5 étoiles, et particulièrement d'un resto étoilé dans cet hôtel, et de faire en sorte de prendre des décisions sous pression à travers l'escape game pour voir des thèmes en fait classiques du management. Oh bah ça m'intéresse de voir ce que tu vas développer avec Tally, parce que je connais Tally, donc je l'utilise pour des formulaires, mais pour un escape game, je n'ai jamais vu encore. Bah ouais, et ben du coup je voulais tester ça parce que j'ai une idée. On verra hein, si ça se trouve ce sera un flop phénoménal, mais en tout cas je voulais tester. Comme tu le sais ou le vois, j'aime bien faire des tests qui fonctionnent Bah pas, oui. mais au moins ils sont faits. Eh bien, merci Ronnie. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Et donc, je vais avoir une dernière question de conclusion. Quelle est ta vision de l'avenir des escape games pédagogiques dans la formation? Alors je pense que même si ça ressemble un peu à un pis-aller, avec l'intelligence artificielle, on va aller de plus en plus vers de plus en plus de personnalisation des escape games, surtout dans le digital. Mais le pendant, je pense, de ça, c'est que les escape games physiques, où les gens se rencontrent, vont être encore plus intéressants, plus immersifs. Et ça, on le voit même en tendance générale, où les gens sont à la recherche d'expériences de plus en plus immersives, de plus en plus mémorables. Et je pense que les escape games vont aller dans cette logique-là. Euh, Voire même au-delà, les technos, pour le coup, laissent un bel avenir entre les lunettes de réalité augmentée d'Apple et ce que fait Meta sur les lunettes de réalité virtuelle. Ça aussi, ça laisse pas mal de perspectives. Je pense aussi le développement d'expériences hybrides. On commence dans la vraie vie, on finit dans le digital ou vice versa. Au mieux, même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile, une utilisation optimisée des données de l'escape game pour optimiser l'apprentissage et valider l'acquisition des compétences. Ah oui, et puis je pense aussi que l'escape game peut être une solution aussi par rapport à la guerre de l'attention, hein. Parce qu'on le Oui. sait, on est de plus en plus sollicité, donc c'est compliqué de garder notre attention focalisée sur un e-learning, par exemple. Et donc, avec un escape game, ça peut être une solution pour justement garder cette motivation. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Je Oui? suis complètement d'accord. Je on a des apprenants, particulièrement les plus jeunes, qui peuvent passer 7 heures à défiler un fil TikTok ou Instagram. Mais par contre, 7 minutes devant une vidéo de cours, ils ont l'impression d'être au bout du monde, quoi. Mm. C'est aussi important de trouver des modalités qui font sens pour eux, qui les engagent dans les apprentissages pour justement gagner cette guerre de l'attention.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Oni, pour cet échange. Donc, nous retrouverons dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn. Donc, tu publies très régulièrement des posts autour du digital learning. C'est d'ailleurs comme cela que l'on s'est rencontrés. J'indiquerai également donc le lien pour le prompt pour créer un escape game et également le lien de l'outil que tu as cité, donc Work Adventure. Merci. Merci Ronnie, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.